bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube donc de Format Cap. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Marie, qui est éleveuse de chèvres en Charente. Marie, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton système actuel, comment tu fonctionnes? Bonjour, alors du coup actuellement moi j'ai du coup 130 chèvres. Ouais. Le système est en conventionnel. Yes. J'ai pour but d'essayer de voir pour améliorer encore tout ça. Ouais. Voilà, un petit peu le système. Donc 130 chèvres, tu t'es installé en quelle année? Alors j'ai commencé en 2021. Ouais. En 2021 du coup c'était toute la création du bâtiment. Ok. Parce que je suis partie de zéro, d'une terre nue. Ouais. Les chèvres sont arrivés dans le courant de 2021, vers avril-mai. Ouais. Et en février 2022, du coup, j'ai eu les premières mises bas puisqu'elles sont arrivées à 2 mois. Ok. Elles étaient 62. Et puis après, en mars 2022, donc j'ai commencé la vente des fromages, la fabrication. Ok. Voilà un peu pour l'historique de l'exploitation. Au niveau alimentation, comment tu fonctionnes au niveau alimentation? Au niveau de l'alimentation, du coup pour les chèvres adultes, c'est du coup 3 repas de luzerne par jour, donc matin, midi, soir. En foin? Ouais. En foin. Foin luzerne, ok. Voilà, avec pour cette année, je vais tester l'enrubanage. Ok, ça marche. Donc tout acheté à l'extérieur? Tout acheté à l'extérieur, ouais, oui, pour le moment. C'est ça, pour le moment. Ok. Ensuite, elles ont des râteliers dans les parcs avec du foin de prairie à volonté. Ok. Et jusqu'à maintenant, 950 grammes de métail, pareil, répartis en 3 repas. Ok. Un repas à la traite du matin, un repas à midi et un repas le soir à la traite du soir. Et ton métail, il est constitué de quoi comme grain? Alors, le métail est constitué de orge au pois. Ok, mélange orge-pois. Ok. Pareil, que tu achètes à l'extérieur? Que j'achète également à l'extérieur. Ok, ça marche. Toute l'alimentation est achetée à l'extérieur. Ouais. Donc en lactation, c'est 950 grammes par jour par chèvre? C'est ça. Est-ce que tu adaptes en fonction du niveau de production, enfin pas de par chèvre, mais est-ce que tu adaptes en fonction de la courbe de lactation au fur et à mesure de l'année? Est-ce qu'au pic tu mets un peu plus et après tu baisses ou non? Non. Standard toute l'année? Oui, voilà, c'est ça, c'est standard toute l'année. Un peu avant mise bas, donc il y a le tarissement. Ouais. Quelques temps avant mise bas, je les mets à 350 grammes. Yes. Et j'augmente petit à petit de semaine en semaine jusqu'à arriver à mes 950 grammes au pic de lactation. Et après, je suis à 950 jusqu'au bout. Ça marche. Du coup, il y a une nouveauté aussi dans ton élevage cette année, c'est que maintenant tu es mixte, c'est ça? Oui, maintenant du coup, depuis cette année, l'élevage est mixte, donc c'est-à-dire que de 2022 à cette année, du coup, à 2025, du coup, j'ai été 100% fromagère. Ok. Et là, donc depuis mai 2025, j'ai une laiterie qui passe ramasser du lait également. Bon, génial. Qui permet d'avoir double revenu. C'est bien. Double revenu, donc ça sécurise, ça permet aussi de ne pas transformer le week-end? C'est ça, exactement. Donc, ça laisse un peu plus de souplesse le week-end, effectivement. Donc tu transformes le lundi ta bassine du dimanche matin quand même, c'est-à-dire que tes 2 traites du dimanche, elles ne sont pas livrées en laiterie? Les traites du dimanche et la traite du soir qui est livrée en laiterie. Ouais, ok, voilà. Ça marche. Et je crois que tu l'avais pas dit dans ta présentation, mais dans le système d'exploitation, tu étais bio initialement, c'est ça? Oui, initialement, du coup, j'étais bio. Pourquoi tu avais fait ce choix de te mettre en bio? J'avais fait ce choix parce que à l'époque, en m'installant, il y avait une demande en fait dans ce secteur. Ok. Et puis au fil des années, la demande s'est effondrée. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, je me retrouve à payer une certification bio et ne pas avoir forcément de vente dans les magasins bio derrière. Ok. Et la laiterie ne me collecte pas le lait en bio non plus. Ok, ça marche. Donc du coup, je préfère faire une déconversion et gagner un peu de sous plutôt que de payer. Et puis ça me fait beaucoup moins de contraintes derrière. Sur la gestion des chèvres et même du coup pour l'achat des aliments. Ouais, ok.
En bio, tu arrivais à t'en sortir au niveau du suivi sanitaire de tes bêtes? Est-ce que tu trouvais que tu étais limité à l'usage d'antibiotiques à 1 par chef par an? Est-ce que du coup tu utilisais un peu des médecines alternatives ou tu as des petites astuces comme ça à donner aux futurs éleveurs? Oui, j'utilisais des médecines alternatives. Ouais. Moi, typiquement, dans les parcs des chèvres, on a fait un bar à huile essentielle. Ah, génial. Du coup, de temps en temps, suivant les périodes, je mets pour les problèmes respiratoires. C'est avec des éponges? Ouais. Dans des petites boîtes de dérivation? C'est ça, exactement. Ok. Donc, je mets ça pour elle. Ok. Et puis après, il faut jouer beaucoup sur l'immunité en vrai. Donc en fait, elles ont tout ce qui est Pyracel, minéraux vraiment à volonté. Libre service toute l'année? Libre service toute l'année. Parfait. Ce que je fais, c'est que je fais des cures d'huile de foie de morue une fois par an. Ok. Par mois, pardon. Ok, génial. Et des cures de vitamines aussi, une fois par mois. Ok. Voilà. Après, c'est pas parce que tu vas te déconvertir que tu vas plus utiliser du tout d'huile essentielle? Oui, Est-ce que ça rentre ça rentre dans ton optique d'élevage? Ça rentre dans l'optique d'élevage. C'est pas parce que tu es plus bio que tu vas plus l'utiliser en gros? Non, c'est ça. Non, je continue dans cette optique d'utiliser l'huile essentielle et homéopathie. Ok. Voilà. Est-ce que tes chèvres, elles pâturent? Alors, oui, les chèvres du coup sortent au pâturage parce qu'à la base, c'était une obligation en bio. Ok. Et puis même moi, dans mon optique, j'ai vraiment cette optique de quand même voir les chèvres dehors. Ouais. Elles restent vraiment très demandeuses. Du coup. C'est sûr. En fait, dès qu'il va commencer à arriver les beaux jours, mars, avril, et ben en fait, ça se ressent, elles font un peu des tensions dans les parcs. Ok. Et dès qu'on s'approche des portails de sortie, de toute façon, elles viennent à la barrière et elles attendent que ça. Donc c'est vrai que oui, elles sortent, elles ont un terrain, il doit faire 3 hectares. Ouais, ok. Une parcelle de 3 hectares libre, pas de pâturage tournant? Non, tu laisses... je les sors libres. Elles ont du bois, une partie bois, une partie non boisée. Voilà. Ok, intéressant. Et donc du coup tu les sors, c'est quoi à peu près le ratio dans la journée après la traite du matin? Ou tu les sors, donc la traite jusqu'à la traite du soir? En général, j'essaye de sortir après la traite du matin. Elles re-rentrent pour le repas du midi. Et je les ressors après quand elles ont bien mangé le repas. Ok, ça marche. Après, sinon, si j'ai vraiment pas le temps le matin avec la fromagerie, elles sortent en début d'après-midi jusqu'à la traite du soir. Et c'est une prairie naturelle? T'as pas fait un sursemis de plantes? Non, c'est une prairie naturelle. Prairie naturelle, donc c'est plutôt des graminées? Dans l'idée, là, il va peut-être falloir ressemer un petit peu. C'est quoi ton type de terre? Alors, c'est plutôt argile calcaire. Ok, ça marche. Voilà, il y a beaucoup de cailloux. C'est séchant, pas trop d'eau? Ça peut vite sécher, oui. Oui. Ok. Donc en plein été, t'as quand même un peu d'herbe encore ou... L'été, ça peut griller vite l'herbe. Mais tu les sors quand même ou non? Je les sors quand même, pour qu'elles quand même se défoulent. Après l'été, on peut vite monter à des grosses températures. Donc quand il fait vraiment trop chaud, moi comme le bâtiment est neuf, ce que je fais, c'est que l'après-midi, elles rentrent. Je les sors vraiment sur la matinée. Et l'après-midi, elles rentrent. Quand il fait plus de 30 degrés, c'est dur. Effectivement. Du coup, t'apportes l'eau en pâture ou en fait, oui, j'emmène l'eau du coup en pâture avec le chien topo. Génial. Voilà. J'emmène en voiture et ce que je fais, c'est que du coup, les lots, ils sont du coup mélangés, c'est vrai quand ils sortent. Mais dès que je les ramène dans un parc, j'ouvre la porte de l'autre parc en face et elles retournent facilement dans leur parc. En vrai, j'ai mis des colliers de couleurs, comme ça je suis bien repérée. Ok, top. Et t'es pas trop embêté au niveau du parasitisme avec le pâturage? Alors, au niveau du parasitisme, non, j'ai fait des GoPro qui pour l'instant étaient bonnes. Ok. Donc t'en fais une quoi en début de saison, une à la fin de saison? Et fin de saison, voilà. Et donc je surveille ça. Ok, génial. Donc, pour l'instant, c'est maîtrisé quoi? Pour l'instant, c'est maîtrisé, il n'y a pas de souci. T'as pas dû faire d'antiparasitaire pour l'instant? Non, j'ai pas dû faire d'antiparasitaire. Ok, génial. Voilà. Ok, top. Tes chevrettes, elles sortent aussi dehors ou pas? Alors, au niveau des chevrettes, elles ont des tout petits parcs d'exercice. Terre de sortie. Voilà. Elles sortent pas au pâturage comme les adultes. Près de la nurserie alors? Près de la nurserie. Ok, ça marche. Effectivement. Ok, top. Et tu les sors après la mise bas quoi?
Quand elles sont adultes? Les adultes, ouais, sortent vraiment quand tout le monde a mis bas. Ouais, et même tes chevrettes, c'est seulement une fois qu'elles ont mis bas qu'elles vont... Et les chevrettes, du coup, elles vont vraiment en vraie pâture, oui, quand elles ont mis bas. Ça marche. Elles s'habituent gentiment quand elles sont petites avant, du coup, l'électricité, les bruits, dans la petite aire d'exercice. Ça marche. Du fait que maintenant tu sois mixte et que tu livres une partie à la laiterie, est-ce que la laiterie elle t'oblige à livrer du lait toute l'année? Ou est-ce que tu peux encore garder cette période de tarissement, vraiment période privilégiée pour toi te reposer aussi, faire d'autres choses un peu dans la ferme et tout ça? Voilà, raconte-nous un petit peu comment tu mènes ton élevage, c'est mise bas, quelle période, tarissement à quelle période, vas-y. Alors, donc pour répondre à la première question, pour la laiterie accepte la période de tarissement. Ok, génial. Voilà. Elle accepte, donc ça c'est plutôt bien. Ouais. Ça permet de refaire une mise à niveau pendant l'hiver. C'est clair. Faire toutes les choses que tu n'as pas le temps de faire. C'est ça. Et du coup, au mois de septembre, c'est la mise à la reproduction, du coup avec les boucs. Je tarie les chèvres mi-décembre. Ouais. Pour qu'elles commencent à mettre bas, on va dire vers mi-février. Ok, ça marche. Voilà. Donc 2 mois de tarissement, ouais. C'est ça, 2 mois de tarissement, donc ce qui est bien. Ouais. Et pendant cette période-là, c'est vrai que du coup, je fais vraiment un très gros nettoyage de la fromagerie, de la salle de traite. C'est bien. Oui, je peux repréparer la nurserie comme il faut. Donc effectivement, c'est une période très importante. Bien. Et c'est génial que la laiterie accepte et respecte en fait le cycle naturel des chèvres. Ouais, top. C'est bien. On va rester encore un peu sur la partie élevage. Comment tu t'y prends pour la partie repro? Tu achètes des boucs d'insémination issus d'IA, ou est-ce que tu insémines? Alors, pour la partie repro, je fais pas encore d'IA. Ok. Mais j'achète du coup des super bons boucs à un collègue. Ok. 1 heure de la maison, top. Qui est inscrit à Cap-Gênes, qui a vraiment un bon troupeau. Ok. Voilà. Parfait. Donc là, il va prendre sa retraite, mais voilà, voir la suite où je vais prendre. On va trouver un autre, Voilà. Et du coup, tu les renouvelles tous les 2 ans? Non, j'en achète un tous les ans du coup pour les petites chevrettes. Ok, ça marche. Voilà, et quand du coup il y a besoin, s'il y a un plus vieux qui manque, j'ai encore possibilité de prendre à ce collègue. Ok, génial. Ouais, donc tu mets un jeune bouc à chaque fois sur tes chevrettes? Ouais, bah du coup j'ai 2. Vu le nombre, deux, du coup j'élève 30 chevrettes. Ouais, donc, ça marche. Voilà. Et après dans mes parcs c'est pareil, je mets 2 boucs. Ouais. Donc c'est vrai que niveau filiation, bon je sais quel bouc est à quel endroit, mais je suis pas encore au point, j'ai encore un peu à travailler là-dessus. Ok, ça marche. Tu suis avec un tableau Excel après Oui, en fait je sais les boucs à quel moment, si je les change de part ou autre, voilà, je sais ça marche. Voilà, quel bouc est dans quel parc. Ok. Pareil, tant qu'on est dans la partie élevage, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu mènes l'élevage de tes chevrettes? Un peu de la naissance jusqu'à la mise bas, quoi. Ok, alors du coup, moi les chèvres mettent bas. Ouais. Donc je vais m'occuper du chevreau en désinfectant le cordon. Ouais, les premiers soins. Priorité, voilà. Donner le colostrum. Donc tu sépares directement la chèvre? Ou tu laisses faire la première tétée? Je laisse sécher un petit peu en vrai. Ouais. Et par contre, je m'occupe vraiment de donner le biberon de colostrum moi-même. Ok, ça marche. Il prend pas le colostrum de sa mère? Si, il prend le colostrum de sa mère. Tu laisses téter? Ouais, enfin, en fait, je traite la mère moi à la main dans le parc. Je mets dans un petit biberon. Ouais. Et voilà. Ok. Donc, je fais ça comme ça. Une fois qu'il a bu le colostrum, que la mère l'a un peu séché, que le cordon est désinfecté, que j'ai mis la boucle pour identifier. Je l'emmène en nurserie, sous les lampes chauffantes, dans une petite case avec d'autres. Dans la nurserie, en fait, j'essaye de vraiment classer déjà mâle, femelle. Ok, génial, je sépare les deux. Ouais, pas me mélanger. Et donc, en fait, de chaque côté de la nurserie, et de chaque côté, j'ai plusieurs petites cases avec du coup. Les premiers jours. Ok, tu les allotes selon les gabarits? En fonction de leur âge. Leur taille, leur âge, dans le premier temps. Et après, plus ils vont grandir et ça sera en fonction du poids. Ouais, voilà, et tu les retries tous les combien de temps? J'essaye à peu près toutes les semaines, 10 jours. Ouais, ok. Voilà. Ça marche. Ils ont du coup le lait des mères pour l'instant.
Ouais, donc tu fais la traite et une partie du lait, tu la mets... Je le donne aux chevreaux. Ok, et je crois que tu m'avais dit que tu thermisais le colostrum aussi. C'est ça, exactement. Je thermise le colostrum pendant 1 heure à 60 degrés. Ok, 1 heure 60 degrés. Pour éviter toute transmission de maladie type KR. Ouais, ça marche. Et en fait, après la phase lactée, donc elles ont 200 grammes de grains, elles ont du foin, de la paille. Ok. En sachant que avant elles ont quand même eu un petit peu de grains. Donc c'est du métaï grain? C'est le métaï. Ouais, tu donnes aussi le même métaï que les chèvres? Que les chèvres. Ok, t'achètes pas de concentré de commerce à non, 16-17 de maté là? Ok. Non, j'achète pas. Bah, le métaï est plutôt bon. Ouais, ça marche. Voilà. Ouais, on l'avait dit, le métaï c'était pois. Orge-pois. Mélange orge-pois. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'augmente après, au fur et à mesure des mois, j'augmente en grammage jusqu'à monter à 700 grammes. Ouais, 700 grammes à 7 mois ou Oui. Ok, génial. Donc du sevrage, t'es à peu près à 200. Voilà. Et après 100 grammes jusqu'à 7 mois. C'est ça. Et tu limites à 700 grammes à 7 mois jusqu'à pour pas qu'elle s'engraisse quoi. C'est ça, exactement. Je limite après. Et en fait, avant que elles mettent bas, parce qu'elles ont été avec les chevaux et mâles, je m'occupe de leur donner un tout petit peu de luzerne. Ok. Parce que du coup elles sont quand même au foin à volonté, il faut bien leur donner un peu de luzerne pour qu'elles préparent la lactation. Voilà, tu fais ta transition alimentaire avant la mise bas, 1 mois avant. Ouais, c'est ça. Mais toi tu mets à la fois du foin de graminé, à la fois du foin de luzerne. Foin de luzerne. Ok, ça marche. C'est ça, voilà, exactement. Ok. Anticoccidien et tout ça aussi autour du sevrage un petit peu? Alors, au niveau de tout ça, comme pour les chèvres adultes, du coup je fais tout ce qui est analyse pour être sûre de savoir si elles ont ou pas. Ok. Donc je fais et suivant comment elles sont infestées, oui je peux donner un anticoccidien. Ok, donc c'est bien, c'est pas systématique quoi. Non, c'est pas systématique parce qu'en fait je suis adhérente à un groupement vétérinaire, le GIE Zone Verte. Qui en fait peuvent donner des méthodes alternatives pour lutter contre ça. Bien. Voilà, c'est vraiment très intéressant parce qu'en fait on peut les appeler, dire j'ai un problème avec telle chèvre, mais de partout qu'on soit en France. Et vraiment ils nous donnent des alternatives. Est-ce que tu as recours aux médecines alternatives aussi avec tes chevrettes, genre les huiles essentielles et tout ça? Moi je m'y connais pas trop dans ce domaine-là, mais... Alors, c'est vrai que du coup les chevrettes, j'ai pas encore fait de bar. Voilà, non, j'ai pas fait ça. Après oui, je sais moi aussi qu'on peut mettre des choses en ambiance, tout ça, mais c'est vrai qu'elles sont jeunes et j'ose un peu moins tester pour l'instant. C'est vrai. Ça marche. Bon, tant que ça roule, oui. On laisse comme ça. Ok, top. Au niveau de la main-d'œuvre sur ton élevage, comment ça s'organise un peu? Parce que tu peux nous parler un peu main-d'œuvre et journée type, comment tu t'organises? Ok, niveau main-d'œuvre, on va dire que du coup je suis un peu seule pour tout. Mais tu avais construit ton projet initialement comme ça, toute seule? Oui. À gérer toute seule. Ok. Vraiment pas m'associer, rien de tout ça. Ok. Et là, petit à petit, du coup, avec l'agrandissement qui s'est fait, le but, ça serait d'arriver à trouver quelqu'un pour pouvoir m'aider un petit peu, dans un premier temps, quelqu'un en mi-temps. Ok. Sur la partie élevage. Je garde la main sur la partie fromagerie. Ok, ça marche. Voilà, donc ça, ce serait le but. S'il y a quelqu'un d'intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Je pourrais transmettre votre CV à Marie. C'est ça. Et du coup, là, une journée type, typiquement, je commence à 7h. Je nourris les chèvres. Ok. Je fais la traite vers 8h. Ouais. Je finis ma traite vers 9h30, 10h, suivant comment ça se passe. Ouais. J'enchaîne en fromagerie, quand du coup il y a fromagerie. Chose que le week-end, du coup, c'est vraiment allégé. Je finis la fromagerie vers 11h30, midi. Je donne à manger le repas des chèvres à midi. Ensuite, je reviens vers 14h. 14h, soit je fais mes livraisons de fromage, soit j'ai des papiers à faire. Enfin, il y a toujours des petits bricoles en vrai. C'est ça. Préparer une fuite. Voilà, c'est ça. Ça peut être une fuite d'abreuvoir, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est clair. Pailler les packs des chèvres, rentrer des bottes dans le couloir d'alimentation. Préparer.
Justement, paille, tu fais comment? On n'en a pas trop parlé, la litière, puisque tu n'as pas de surface. Oui, du coup, la paille, c'est pareil, ça provient de l'extérieur. Tu l'achètes ou tu fais un échange paille-fumier? Échange paille-fumier. Ok, pour toute ta paille, tu arrives à tenir tout. Ok, voilà. Génial. Pour toute ma paille, et du coup, c'est vrai que le paillage se fait encore à la main. Ok, paillage à la main, ouais. Voilà, mais il y a des améliorations qui vont arriver de ce côté-là. Ok, ça fait une excellente transition. J'allais te questionner un peu sur tous tes équipements d'élevage aujourd'hui. Comment tu t'es équipé et est-ce que tu as prévu à l'avenir d'investir dans du matériel peut-être 5-10 ans après ton installation? Est-ce qu'il y a des choses qui sont déjà prévues ou pas au niveau vraiment des équipements matériels? Au niveau des équipements matériels, il y a, je pense au niveau de la salle de traite, l'alimentation pour le grain qui va arriver automatiquement, le grain arrive automatiquement. Aujourd'hui c'est... Pardon, je te coupe. En ce moment c'est avec le seau et je fais tout à la main pour mettre le grain. Okay. Donc en salle de traite au moins ça serait bien. L'idée après c'est d'avoir une pailleuse, une dérouleuse. Pour t'aider surtout à pailler. C'est plus simple, niveau de ta salle de traite, c'est 2 quais, t'es 2 fois combien de postes? Alors c'est 2 fois 6 postes. Et 2 fois 12 chèvres? 12 postes de traite, et au niveau des chèvres, c'est ça, j'ai 2 fois 12 chèvres. 2 fois 12 chèvres, donc un poste de chaque côté, ça fait 2 chèvres. Okay. C'est ça, un poste fait 2 chèvres. Ok, ça marche. Ça va, et t'as donc une aire d'attente pour les chèvres, t'as pas de... On appelle ça des chiens... Des chiens électriques, non, j'ai pas. Donc elles viennent assez facilement? Elles viennent assez facilement, comme il y a le grain, voilà, comme il y a le grain, ça aide. Okay. Ça aide beaucoup, et même pour les chevrettes, pour leur apprentissage. Même pour l'apprentissage des chevrettes, Ok, top. Et du coup, ça se passe comment? Tu as 2 tanks séparés, un pour la laiterie, un pour la fromagerie? J'ai le tank exprès laiterie et moi pour la fromagerie. Et en fait, j'ai juste à basculer ma canalée d'un tank à l'autre. Ok, génial. Quand il y a besoin pour la traite. Et donc, tu transformes. Comment tu gères ton équilibre laiterie-fromagerie? Tu te dis, toutes les semaines, il faut que je livre un minimum de ça à la laiterie? Ou est-ce que plutôt tu adaptes la partie transformée en fonction de la demande que tu as en fromage? Alors, c'est une très bonne question, parce qu'en fait, la laiterie passe ramasser tous les 3 jours le lait. Et pour minimum 200 litres de lait dans le tank à lait, donc il faut que je mette au moins minimum mes 200 litres dans le tank à lait. Ça, c'est sûr et certain. Sinon, il passe pas. Donc, en fait, déjà, je m'assure ça. Et après, en fait, en fromagerie, ça dépend des périodes. En fait, par exemple, l'été, en fait, si c'est une semaine où j'ai beaucoup de marchés de producteurs, là, je sais qu'il faut que j'en mette un peu plus pour moi. Mais du coup, ça va, puisque les chèvres, elles sont un peu en pic de lactation. Donc, du coup, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Mais oui, c'est vrai qu'il faut trouver un équilibre entre les deux, vraiment. C'est sûr. Après, je sais à peu près combien je vends par semaine. T'as des commandes régulières aussi qui te permettent de t'organiser? J'ai des commandes régulières, en fait, c'est à peu près les mêmes quantités pour tout le monde. C'est bien. Ça revient à peu près toutes les semaines ou tous les 15 jours. Pour du coup les circuits de vente de magasins. Et même pour mes clients, je sais à peu près. Bon, pareil, excellente transition. On passe un peu maintenant sur la partie transformation. Quel type de produit tu peux proposer en règle générale dans ton élevage? Alors, en règle générale, donc je vais proposer des fromages type lactique. Donc ça va être les bûches, ça va être les crottins, ça va être tout ce qui est galets. Moi j'appelle ça galets, mais en fait c'est des palais. Que ça soit... du coup, les galets vont être nature ou aromatisés. Plusieurs parfums, ça peut être ciboulette, tomate, ail et fines herbes. Ça marche. J'ai les bûches, nature cendrée. Je fais aussi de la tome. Et j'ai aussi des yaourts. Je fais 100% nature yaourt, comme ça tout le monde peut rajouter ce qu'il veut dedans. Donc tu as assez de lait quand même pour faire de la tome? Oui, j'arrive à avoir du lait pour faire de la tome. Ça consomme pas mal. Ça consomme pas mal, la tome, effectivement. Donc oui, j'arrive un petit peu à avoir du lait pour en faire. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les ratios, les rendements fromagers par exemple, combien il faut de litres de lait pour faire 100 grammes de fromage lactique par exemple? Pour donner une idée, moi typiquement chez moi, je fais avec 2 litres de lait, je fais une bûche. 2 litres de lait, la bûche fait environ 250 grammes. 250 grammes, ça marche. Et au niveau de la tome? Au niveau de la tome, 10 litres de lait, ça fait une tome. Oui. Une tome? C'est ça, exactement. Qui fait à peu près combien?
Et les tomes font les plus petites 700, mais ça peut aller jusqu'à 900 grammes. Ouais, ok. Voilà, souvent comment elles sont tassées. Ouais, ok, ça marche. Bon, intéressant. Les tomes, c'est vraiment le début et la nouveauté de vraiment. J'avais fait quelques tests avant, mais là, c'est vraiment la nouveauté. Donc ok, parfait. Je me mets au point. En fromagerie, tu voudrais tester de nouvelles recettes ou stabiliser, parce que ça fait que 3 ans même pas que tu es lancé. Oui, c'est ça. Donc pour l'instant, stabiliser ce que je fais. Et oui, pourquoi pas après, au fur et à mesure, proposer de nouvelles choses. Voilà, pour essayer de continuer à garder un peu les clients et puis leur montrer que j'innove un petit peu. Ouais, c'est bien. Voilà. Top. Ok, pour la partie transfo, est-ce qu'on peut parler un peu de ta partie installation? Comment tu l'as vécu déjà, toi, humainement, ton installation? Stressant? Ouais, alors l'installation en soi, je l'ai pas forcément mal vécue. Parce que j'ai été très entourée par ma famille, par les amis. Donc c'est vrai que je n'ai pas été... on va dire que oui, je l'ai plutôt bien vécu. Après, oui, c'est effectivement quelque chose de très stressant. Beaucoup d'administratifs. Beaucoup d'administratifs. Et puis en soi, on se dit que c'est un vrai projet de vie. C'est sûr. Donc il faut vraiment rester très sérieux et ne pas forcément dévier d'objectifs qu'on s'est fixés. Donc ça a été quelque chose de très stressant. Surtout que du coup c'était encore des chevrettes. Du coup il y a eu tout l'enchaînement de travaux, l'enchaînement de chèvres à s'occuper, l'enchaînement de mise bas, de première fabrication, et il a fallu vraiment tout mettre au point. C'est ça. Tout mettre au point et être sûr de ce que je faisais vraiment niveau qualité, quoi. Après, t'es pas parti de zéro. T'as fait quoi en formation? T'avais une formation technique? Est-ce que t'as fait aussi, tu t'es formé sur le terrain? T'as fait des stages, des apprentissages? En fait, moi, du coup, à la base, j'ai fait un bac pro agricole. Avec, du coup, en élevage. Avec une option, par contre, équin, parce qu'à la base, je voulais partir dans le milieu équin. Voilà. C'est marrant. Je voulais vraiment rentrer, du coup, à la garde républicaine. Sauf que du coup je suis trop petite en taille, donc j'ai pas pu passer pour y aller. J'ai complètement oublié l'objectif pendant mon bac, on va dire sur ma fin de seconde, début première, l'objectif était oublié. Du coup je m'étais dit que j'allais faire un élevage de chevaux et puis je me suis rendu compte à travers les stages que j'ai fait que c'était beaucoup trop complexe. Vraiment un milieu assez compliqué. Voilà. Donc du coup je me suis, à travers du coup les stages que j'ai eu à faire, pareil sur seconde, première, j'avais des stages extérieurs aux chevaux à faire. Et du coup je l'ai fait en chèvre. Voilà. Et du coup j'ai appris beaucoup de choses là-bas, partie élevage. J'ai fait un petit peu de fromagerie. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant de pouvoir en fait tout faire de A à Z. De A à Z, c'est sûr. Vraiment. C'est très complet et je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup bouger dans la journée et de changer d'activité très souvent. Donc c'est bien. Donc du coup ça m'a vraiment plu. Et du coup derrière j'ai enchaîné sur un BTS production animale, du coup à Mel, au lycée Jacques Bugeaud, où là il y avait les stages, des stages à faire. Donc là moi je l'ai fait en organisme à Capgène. Génial. Du coup sur la sélection des trucs et tout ça. Et on avait aussi les TP du coup qu'on avait à faire quand on était à l'école. Et ensuite, après mes 2 ans de BTS, j'ai effectué un CS, donc un certificat de spécialisation. Donc t'as pas négligé la partie études pour t'installer. C'est ça. C'est bien. Oui. Et en fait, ce CS, du coup, c'était le certificat de spécialisation, du coup, caprin, transformation et commercialisation. En 1 an, et ça c'était un apprentissage parce que tout le reste je l'ai fait en scolaire. Et je me suis ensuite lancée à travailler pendant 3 mois pour les mises bas chez d'autres collègues qui étaient du coup en laitier 100%. Pour vraiment te faire la main sur les mises bas. J'ai fait ça 3 mois.
Fin 2020. Ouais. Et ensuite, 2021, j'étais installée. Ok, 2021, t'étais installée, Début, ouais. Donc t'as entamé toutes tes démarches et tout ça au moins en même temps, 2020. Ouais, en 2020, en fait, j'ai commencé à entamer toutes les démarches. Ça prend à peu près un an le parcours, c'est ça? Ouais. Parcours à l'installation. Ouais, quasiment un an, effectivement. Au niveau des constructions de la construction du bâtiment, ça a été super chouette là par contre. J'ai travaillé vraiment avec des entreprises où c'est des personnes assez jeunes qui gèrent, des personnes qui ont été vachement à mon écoute. Après, le plus difficile dans tout ça, ça a été un peu de faire le maître d'œuvre de tout le monde. Ouais, c'est sûr. En fait, c'est toi le chef de chantier, hein, c'est pas... C'est ça, et ça a été moi le chef de chantier, et puis à l'époque, j'étais toute jeune quoi. Voilà, aujourd'hui j'ai 26 ans, mais à l'époque... Ça reste jeune, hein, oui, c'est pour vrai. être déjà à son compte, avoir son entreprise, les 130 chèvres et tout. Oui. Chapeau, hein. Oui, il n'y en a pas beaucoup qui se lancent, quoi. Oui, il y en a très peu qui se lancent à cet âge-là. Ouais, clairement. Je pense qu'il y a un peu d'appréhension. Ouais. Et pourtant, t'es parti de rien, t'as une parcelle et t'as tout construit là-dessus. Et voilà, c'est pas parce qu'il n'y a pas de terre non plus autour que du coup l'élevage ne fonctionne pas non plus. Derrière, t'adaptes un petit peu tes prix. Heureusement, du coup, tu restes aussi un peu maître de tes prix avec la partie transfo. Oui. Ça te permet aussi de pouvoir acheter le fourrage à l'extérieur et tout ça. Donc, après, c'est vrai que rien n'est impossible. Le secteur où je suis, c'est vraiment la transition quand même entre champ et ligne. Oui, ok. Voilà. Donc ça reste quand même bien pour pouvoir trouver ce qu'il faut. Ouais. Mais oui, il y a, je pense, il y a beaucoup d'hésitation, mais parce que oui, c'est vraiment un projet de vie. Et il faut être sûr d'être vraiment accompagné derrière, je pense, familial, amical, par toutes les instances. Ouais, c'est ça. Qui sont derrière nous. C'est clair. Et puis, oui, je pense que suivant les endroits, ça reste quand même plutôt plus ou moins compliqué. Ouais, c'est sûr. En tout cas, faut pas avoir peur de demander de l'aide en cas de besoin. Ça marche. Faut pas hésiter à demander de l'aide. Et faut surtout pas hésiter à aller découvrir en fait chez les autres collègues qui sont vraiment dans le secteur et aller échanger avec. Aller s'ouvrir un peu l'esprit, quoi. C'est ça, s'ouvrir un peu l'esprit. Après, je sais que c'est pas forcément facile parce que des fois on tombe face à des anciens qui sont un peu fermés. Ouais, c'est sûr. Le milieu agricole, ça reste quand même quelque chose de compliqué. Carrément. Surtout quand on est une femme, c'est vrai que c'est d'autant plus compliqué d'arriver. Et moi j'ai eu aussi le souci en fait quand je suis arrivée dans les endroits pour commercialiser les fromages, j'ai eu ce souci d'être jeune. Et on voulait personne en fait en face me prenait un peu de haut en fait en me disant mais non c'est pas vrai, c'est une blague ce que vous faites, vous faites pas vos fromages, c'est incroyable. C'est pas possible. J'ai eu vraiment ça. Et c'est vrai que du coup les rendez-vous, c'est dommage, mais j'ai du coup toujours eu du mal à y aller seule. En fait, j'ai toujours été accompagnée de ma maman, très souvent. C'est normal, quand t'es jeune, c'est quand même pas évident. Hein. Oui, c'est pas évident, et puis je pense que les personnes, elles ont un jugement souvent qui est beaucoup trop rapide et elles cherchent pas forcément à découvrir, et c'est dommage. Vraiment. Aujourd'hui, si ton installation était à refaire de A à Z, est-ce que tu aurais exactement le même système? Est-ce que tu aurais fait des choses différemment? Franchement, mon bâtiment, je le garde comme il est. Ton bâtiment en général? En général, mon bâtiment, de façon générale, je le garde exactement comme il est. Qu'est-ce que tu lui trouves de bien à ton bâtiment? Déjà ce bois, parce qu'il s'intègre dans le paysage, c'est juste exceptionnel. Partie esthétique. Voilà. Chaleureux. Et là c'est pareil, le constructeur, il y a eu l'idée de se dire on va de plus en plus vers des chaleurs tout ça l'été. Et du coup il y a eu une isolation en toiture. Bonne isolation en toiture, En toiture, donc voilà. Après tu as ton bardage qui peut s'ajourer aussi en fonction de la... j'ai mon bardage qui peut s'ouvrir. C'est ça, donc là c'est moi qui le gère manuellement. C'est top. Donc ça c'est vraiment top aussi. Et tes translucides, ils sont pas au plafond, ils sont uniquement sur les côtés. Sur les côtés, c'est ça. Pour amener de la lumière, mais sans que ça chauffe l'été, quoi. Sans que ça chauffe trop, donc ça c'est quand même pas mal. C'est très bien. Ouais. Il y a une bonne circulation d'air dans ce bâtiment. C'est Après, juste très bien. Quand j'étais venu chez toi, ce que j'avais apprécié aussi, c'est que pour ton confort de travail,
tu as aussi des couloirs tout autour de ton bâtiment, des couloirs, des passages d'hommes d'1 mètre. Ouais. Et qui te permettent de bien circuler, de bien observer tous tes animaux. Pour vraiment faire le tour. Et voilà, ce qui est hyper important. Et c'est hyper pratique en fait en cas de mise bas. Parce que du coup, si la chèvre est en train de mettre bas à l'autre bout du parc, suivant où on est, on peut vraiment faire le tour et c'est sacrément chouette. Et cette idée de couloir avec mes portails sectionnels qui s'ouvrent tout seul aussi avec la télécommande là. Ça c'est génial parce que du coup, vu que j'ai l'idée de mécaniser, dans l'idée ça va être le top en fait, c'est trop bien. T'as plus de boîte au milieu, tu passes. C'est génial. Et du coup, il y a moins de fatigue humaine aussi. Ouais, bien sûr. T'es jeune, il faut penser à toi aussi, à toute ta carrière à faire, donc c'est sûr qu'il ne faut pas s'entêter à s'user. Oui, c'est sûr. Même si tu peux pas tout investir au début, je pense que ça se prévoit d'ici 5, 7, 10 ans, de dire ok, peut-être dans 10 ans je mettrai un DAC, un robot alimentateur. C'est ça, exactement, ça peut largement se prévoir et justement le bâtiment, moi je l'ai vraiment pensé en fonction et c'est vrai que toutes les entreprises m'ont vraiment suivi en fonction aussi du fait que j'étais jeune. Et après, au niveau de la partie nursery, c'est pareil, je trouve ça top parce que j'ai ce couloir qui est bien. Et c'est pareil, au niveau de la circulation d'air, il est un peu plus bas parce qu'en fait, ça fait un peu, quand on regarde mon bâtiment, ça fait 2 bâtiments. Il y a le bâtiment d'élevage et le plus petit, où j'ai la fromagerie et la salle de traite et une nurserie ensuite. C'est ça. Et du coup, la nurserie, vu que c'était plus bas, c'est pareil, le constructeur il m'a conseillé de mettre une ventilation. Donc j'ai une ventilation et ça ventile super bien. Pour les chevrettes, c'est le top. Ça limite les problèmes de pasteurellose et tout ça, quoi, de respiratoire. Tout ce qui est pulmonaire. Exactement. Donc c'est très très chouette. Au niveau de la salle de traite, c'est exactement pareil, je n'ai absolument rien à redire. C'est vrai qu'elle est très, elle est très confortable. Déjà parce que c'est pareil, je suis petite et au niveau de la construction du bâtiment, c'est pareil, pour aider à faire tous l'entourage du bâtiment, la salle de traite, faire la hauteur, tout ça, on a utilisé des blocs béton déjà préfabriqués. Génial. Et du coup, la personne qui a fait ça m'a mesuré et du coup a adapté le quai en fonction. Donc c'est vrai que ça m'économise vachement pour les épaules, pour le dos, pour tout. Donc c'est vrai que la salle de traite, en vrai, j'ai rien à redire. Le système de traite fonctionne très bien. Top. Le fait d'avoir du coup maintenant amélioré ma canalée, que je peux passer d'un temps qu'à l'autre, c'est génial. Hyper pratique. Et au niveau de la fromagerie, c'est pareil. J'ai absolument rien à redire. Les pentes sont vraiment bonnes quand je nettoie. T'aimes bien ta conception? La conception est super bien. Ok. C'est vraiment bien pensé en vrai. Et puis le fait d'avoir la vitrine. Enfin, la boutique avec cette grande baie où on peut voir les fromages, je trouve que c'est super bien pour les clients. Pour les clients, c'est top. C'est le top, vraiment. Il y en a beaucoup en fait qui adorent et du coup ils peuvent poser des questions. Et puis même, du coup, c'est un gage de qualité qu'ils puissent voir que c'est propre. De voir l'hygiène, je trouve ça hyper important. Et après, par contre, si c'était à refaire plutôt d'un point de vue vraiment global de l'élevage, est-ce que tu te serais mis en bio? Est-ce que tu aurais visé le même nombre de chèvres au départ, tu vois Alors, dans l'idée, j'aurais pas fait comme ça. Le nombre de chèvres, déjà, il aurait été doublé. Ça aurait été 120. T'aurais acheté 120 chèvres dès le début? Ok. Parce qu'en fait, dans mon idée, c'était vraiment pas de démarrer fromagère. L'idée, c'était de démarrer en mixte, comme je suis aujourd'hui. Sauf que dans les instances, on m'a carrément un peu rebuté sur le projet. Et du coup, je me suis retrouvée un peu, tout transformer. À tout transformer. Puis à faire ton trou, quoi, au niveau commercial. C'est ça, c'est assez compliqué de faire son trou. Et du coup, franchement, c'est ça que je regrette un peu dans le projet. Où en fait, j'aurais carrément pris le bon nombre de chèvres dès le départ. Où j'aurais dû tenir tête vraiment en fait, à pouvoir me dire je me mets mixte dès le début. Ça t'apporte une sécurité quand même. Ça apporte une sécurité. Ensuite, concernant le choix du bio, en vrai, c'est quelque chose que je ne regrette absolument pas puisque ça marchait vraiment bien quand je me suis installée. C'est ça, il y a 3 ans déjà, c'était quand même encore un peu plus développé qu'aujourd'hui. C'est ça, et aujourd'hui on voit vraiment que c'est en train de commencer à s'effondrer. C'est un peu compliqué, c'est sûr. Et donc non, ça c'est sûr que
C'est quelque chose que je regrette pas. Je vais continuer ma manière de travailler tout en étant conventionnelle. Ouais. Oui, t'as la manière de penser de quelqu'un de bio. Ok. Moi, totalement. Ouais. Bah, c'est bien. Le plus dur, je dirais, c'est au niveau des papiers, c'est les papiers d'installation. Vraiment, on a des dossiers. Ouais, c'est lourd. C'est très lourd. Ouais. Vraiment pour toutes les instances. Il n'y en a pas une seule où il y a juste une feuille à remplir. Non. On peut avoir des dossiers de 10 pages, 20 pages. Voilà, très dur. Et même parfois, on peut avoir des questions et ils bloquent un peu. Donc, oui, c'est sûr. Pour ça. Top. Ok, top. Bah, du coup, on a balayé déjà pas mal de sujets. Je pense que pour terminer cette vidéo, on pourrait un peu s'élargir l'esprit. Quels sont tes projets futurs? Toi, on récapitule parce qu'on a déjà un petit peu parlé dans la vidéo, mais pour tout un peu récapituler. Si on récapitule, dans les projets à l'avenir, c'est de mécaniser un peu plus l'alimentation. Donc que ce soit la distribution du foin, le paillage. Pour te préserver aussi. C'est ça. Et la distribution du grain à la salle de traite, du coup, parce qu'il est fait à l'avant. Ah, tu vas gagner du temps, hein, c'est sûr aussi. Je pense que je gagnerai un peu de temps, ça serait ça. Ensuite, du coup, ce serait aussi d'augmenter un petit peu en chèvre. Du coup, d'arriver à monter à 140 chèvres. Voilà. 140 et après, voire plus peut-être dans les années futures. Ouais, voire plus. Je peux monter, je pense, 160 chèvres dans le bâtiment. Après, il faudrait quand même soit faire une extension de bâtiment. Après, il faut aussi avoir la demande de la laiterie, quoi. Oui, c'est ça. Ou ta partie commercialisation qui se développe aussi. Peut-être bien. Mais en vrai, là pour l'instant, le but c'est quand même de mettre à la laiterie. Le maximum. De continuer tout ce qui est marché de producteurs d'été. Ça c'est chouette. Ça marche bien. Et après recruter quelqu'un exactement. Pour t'aider. Ça, je pense qu'en vrai, sur la liste des priorités, ça serait plus. Ouais, peut-être le numéro 1. Pour t'aider plutôt là sur la partie élevage. Oui. Sur la partie élevage. Ok. Voilà. Top. Eh ben génial. Bah écoute Marie, un grand merci pour ton partage d'expérience. C'est super intéressant. J'espère que ça vous a plu aussi. Et puis voilà. Ben, merci beaucoup à toi. Franchement avec plaisir. Voilà, et puis à bientôt. À la prochaine.